Julien Doré, nous, sur les ondes du 80.4, on est ravis évidemment de passer à notre prochain dossier sur les ondes de galère, nos d'économistes ce matin pour nous parler de la retraite. Et oui, vaste dossier, dossier épineux, dossier précieux mais dossier vital, la réforme des retraites. Et évidemment, on est en pleine actualité, même si le gouvernement Macron la repousse un petit peu et nous parle d'un compte rendu d'ici la fin de l'hiver. Mais nos d'économistes sont avec nous comme chaque premier mercredi du mois pour nous parler avec un thème qui s'appelle la retraite. Un thème évidemment fondateur. Fabrice Aubert que vous connaissez, notre d'économiste. Dany Bruet également notre d'économiste. Ils sont avec nous pendant près de 40 minutes sur les ondes de Radio Galère et on va les accueillir. J'en profite pour saluer, puisqu'on a eu quelques dédicaces et je les salue. Je salue Jessica, je salue Johanna que vous pouvez retrouver notamment sur Pâtisse Addict sur Instagram, puisqu'elle nous demande de faire de la pub, mais de la pub déguisée et de la pub souple et délicate évidemment pour les amoureux de la pâtisserie. Donc voilà, Pâtisse Addict sur Instagram, n'hésitez pas, c'est excellent et c'est surtout très accessible. Voilà. On revient sur les ondes de Radio Galère avec Richard, avec Anthony au micro. On rappelle que Christian, notre fidèle, n'est pas là, fidèle chroniqueur n'est pas là ce matin. Bonjour Dany, bonjour Fabrice, comment allez-vous messieurs ? Bonjour à tous les auditeurs, bonjour. Bonjour à toi, mon cher Dany. Et auditrices, évidemment, on ne les oublie pas. Auditrices. Exactement. Oui, en fait, les 5 ans de MeToo aujourd'hui. Exactement. Tu fais très bien de l'évoquer. On a eu l'info en début de semaine et tu me fais un rappel. Merci, mon cher Dany. Fabrice, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Je vais donner le meilleur de moi. Mais on n'en doute pas. Et l'union fait la force, on n'en doute pas. Toujours avec Richard, évidemment. Un mot, Dany, un petit mot pour ceux qui prennent l'émission en cours, ou pour ceux qui ignorent ce que c'est les économistes ou les amis du monde diplomatique. Un petit mot sur ça. Et puis sur l'actu, il y a quelques projets très sympas, notamment coude à coude. Je suis dans la newsletter et je vous invite. Or, si certains sont intéressés, je sais que l'autre fois, on avait un auditeur qui nous avait demandé, donc j'avais transféré. N'hésitez pas. Les économistes sont avec nous tous les premiers mercredis de chaque mois sur les ondes de Radio Galère, et ce pendant des années. Donc n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à les interpeller, d'accord, pas d'accord, vous avez le droit aussi. On rappelle que l'aspect divergent et l'aspect convergent chez Radio Galère, c'est un maître mot, et si vous êtes en harmonie avec Fabrice, ou parfois vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de venir en discuter. Et ce sera un plaisir d'étayer ses propos. Bon, même si la plupart du temps, il a les faveurs de notre auditoire, malgré tout, on le tient à le signaler. Notre cher Dany, quelques actus avant d'écouter Fabrice pour nous parler de la retraite. Oui, moi je vais vous parler ce matin de Coude à Coude. Alors, Coude à Coude, c'est une très jeune association, puisqu'on s'est réunis samedi dernier pour l'AG constitutif. Alors, c'est quoi Coude à Coude? C'est la prise de conscience du monde universitaire de la nécessité de reprendre la parole avec les couches populaires et les couches le peuple. Tu as raison, les mots ont une force, mais bon, les couches, on s'est bien compris. Et la classe moyenne, la classe populaire et la classe moyenne. Et parmi ceux-là, il y a les intellectuels les plus brillants actuellement, puisqu'il y a Frédéric Lordon, Frédéric Le Baron. On a également aussi Gérard Noiriel, qui a écrit une histoire populaire de la France, qui est notre président. On a Gérard Mordillat, qui est l'archétype de l'intellectuel organique défini par Antonio Gramsci, qui est le président des membres fondateurs. Voilà. Et ici sur Marseille, on a déjà nous créé un groupe local et on a une actualité assez copieuse, puisque à Aix, ce mois-ci, le 20 octobre, on projettera un film qui s'appelle Basta Capital. Et le débat sera animé par un certain Fabrice Aubert, que vous connaissez, je crois. Un petit peu, on le connaît un petit peu, ouais. On est ravis, nous on est toujours ravis d'entendre Fabrice chez nous, mais même de l'entendre sur d'autres médias ou d'autres supports vidéo ou autres, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir et puis c'est une grande réussite de démonstration de tout ce qui va suivre. Vous allez voir, c'est détaillé complètement.
Tout est détaillé et ça vous apprendra beaucoup de choses en réflexion sur la retraite à venir. Exactement, voilà, ça c'est un teasing parfait, Richard. Je te remercie pour le lancement de ce projet dans quelques petites minutes. Dany, je t'en prie. Alors, le mois suivant, toujours à Aix-en-Provence, dans le cadre du Ciné-Club, on va projeter La Sociale, qui est le film de Gilles Perret sur l'histoire de la sécurité sociale. Et là, on sera en pleine actualité, parce que je pense... Conseil de la résistance en 1945, qui était quand même un acquis social fondamental et précieux, et qui est en train de se casser la gueule. Conquis social. Comment ? Conquis social. Oui, tu as raison. Parce que c'est jamais conquis véritablement. Tu as raison. Et puis en décembre, on projettera Voyage dans les ghettos du Gotha pour rendre hommage à Michel Pinson. Donc c'est un film sur... c'est les Pinson-Charlot au boulot dans tout ce qu'il y a de l'oligarchie et la noblesse française. Ça, c'est pour Marseille. Ça, c'est pour Aix-en-Provence. Pour Marseille, jeudi prochain, dans le cadre de l'Université populaire du Tour-Ski, on parlera de Simone Veil et de son séjour à Marseille, parce qu'elle a séjourné quelque temps à Marseille, juste avant de prendre le bateau pour les États-Unis d'ailleurs. Toujours le même mois, 19 octobre, Prune Esther Noah viendra de nous dire comment l'État paye pour disparaître. Donc on reviendra sur les cabinets de conseil et sur le fait que plutôt de faire appel à des fonctionnaires, on fait appel à des vacataires qui coûtent plus cher d'ailleurs que les... Voilà, donc on va discuter de tous ces points-là. Bon, il y a de nombreux rendez-vous, je ne vais pas tous les citer, mais ce qu'on peut dire... On les citera au fil des semaines aussi, Dany, évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que une formidable dynamique s'est créée avec coude à coude, et donc ça deviendra un mouvement citoyen extrêmement fort. Très bien, merci Dany pour ces rendez-vous à retenir. Vous l'avez compris, non seulement les dossiers sont extrêmement accrocheurs et pertinents, mais en plus ceux qui formulent et ceux qui présentent les dossiers le sont d'autant plus. Donc forcément, ça donne matière à s'y rendre et à susciter votre curiosité. Voilà, on y reviendra évidemment. Les 8h52 sur les ondes de Radio Galère, Fabrice Saubert, notre d'économiste, va nous parler de la retraite. On rappelle que c'est la partie 2. Tu étais venu le mois dernier, évidemment, pour nous parler de la réforme des retraites, en tout cas avec une analyse sarcastique, provocatrice, mais tellement réaliste, et malheureusement du pessimisme. Mais le pessimisme peut être transformé avec la contestation sociale, avec la manière de réfléchir autrement. On peut avoir une alternative, en tout cas, à cette réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, l'âge départ légal à la retraite, 65 ans, mais on parle aussi de la problème répartition des régimes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas prochainement, et tu vas nous en parler, Fabrice, je te laisse la parole, évidemment. Tu sais, en ce moment, il parle en permanence de gifles. Mais, oui, attention, oui. Mais la retraite, ça va pas être... la réforme des retraites de Macron, ça va pas être une gifle, ça va être des coups de bâton successifs. Et de plus, ça va se faire par viol de l'Assemblée nationale. Et la philosophie profonde de cette réforme, on peut dire que c'est une logique de féminicide. Rappelons que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à qualification égale, aujourd'hui, c'est 26%. Et qu'au bout du bout, pour la retraite, c'est 46%. D'accord ? Donc tu vois qu'avec cette réforme, oui, c'est vraiment une logique. Je n'ai pas dit que c'était un féminicide. Je dis que c'est une logique de féminicide, dans lequel les femmes vont encore plus déguster que les hommes. Il y a une inégalité salariale fondamentale, et on se demande pourquoi entre les hommes et les femmes à qualification égale. Et pour la retraite, c'est doublé. Et d'ailleurs, parler de féminisme, ce n'est pas uniquement les femmes qui doivent en parler. Absolument. Nous aussi, les hommes, doivent se dire que l'égalité salariale doit être respectée et protégée, et c'est normal. Non, mais si tu veux, d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de parler de la gifle, parce que ce qu'ils veulent, c'est masquer les coups de bâton qui vont arriver. Et oui, voilà. Et il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire que la gifle n'est pas grave. La gifle est grave. C'est un acte de violence. C'est incontestable. Mais on ne peut pas, si tu veux, il y a une logique de gradation, y compris la justice le reconnaît. Donc, ce qu'il faut, c'est bien analyser les coups de bâton. Et je vais commencer très fort.
puisqu'un certain Karl Marx, 1848, écrivait « Après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital ne s'inquiète donc point de la santé et de la durée de la vie du travailleur, s'il n'y est pas contraint par la société. » Donc je pense, voilà, tout est déjà dit, si tu veux. Tout est déjà dit. S'il n'y a pas de lutte, tu n'obtiens rien. Et lorsqu'il y a eu la sécurité sociale en 1945, Ambroise Croizat disait « La retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort ». Ça a été ça le projet des retraites solidaires par répartition en 1945. Et rappelons, alors j'indique que tous les graphiques dont on va parler seront sur le site avec la vidéo, hein, parce que sinon ça risque d'être un peu difficile à comprendre. Mais rappelons que l'espérance de vie à la naissance, c'était 40 ans en 1870, c'est 82 ans en 2020. Et que dans le même temps, le temps de travail annuel est passé de 3140 heures en 1870 à 1590 heures en 2020. C'est donc bien la diminution de la baisse du temps de travail dans la vie, dans le mois, dans l'année, dans le mois et dans la journée qui a permis un gain considérable en termes d'espérance de vie. Or, on ne travaille pas, comment dirais-je, on travaille pour avoir un salaire et pouvoir vivre, mais l'objectif de la société, c'est la vie, c'est pas le travail. Je dirais même, Daniela, c'est la pleine activité, c'est-à-dire l'activité sans dépendre d'un patron. Dany est là pour le montrer en permanence tous les jours. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en retraite. Il n'arrête pas d'être en activité. Hein, on pourrait dire quand même de la France qu'il s'agit pour la retraite d'un succès de l'investissement social. Puisqu'en fait, l'âge moyen effectif de départ à la retraite aux États-Unis, c'est 65,9 ans. La moyenne de l'OCDE, c'est 64,6 ans. Royaume-Uni, 64,1. Allemagne, 62,7. Espagne 62,2, Italie 61,4, et en France, jusqu'à il y a 3 ans, c'était 59,4. Et que le temps passé à la retraite était le plus élevé en France. Hein. Durée de la retraite, 23 ans. Tandis que les autres pays, c'était 21 ans, 20 ans, 18 ans, 15 ans. Royaume-Uni, 18 ans. Tu vois qu'en fait, c'est bien le système français qui a permis le développement d'une retraite par répartition solidaire qui était la plus efficace. Donc là, on devrait dire, mais le système social français de la retraite, c'est le meilleur au monde. Et c'est là-dessus que tous les pays doivent s'en inspirer. Rappelons que la retraite, c'est un sentiment de bien-être qui est montré par les études. Le nombre de retraités. De ce qu'on a fait préalablement, c'est une sorte Absolument. de... Voilà, c'est quelque chose de positif normalement. Et il faut regarder que justement, lorsque tu commences à travailler, le sentiment de bien-être est relativement faible, et puis ça diminue jusqu'à 55 ans, ça remonte à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où tu rentres en retraite, et là, ça augmente à 80%. Tu imagines? C'est énorme. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est le moment où tu vas pouvoir développer tes activités en toute liberté et pas sous l'oppression du patronat. Je veux redire ici ce qu'on avait dit la dernière fois. Parce que si, je veux à tout prix rappeler ça. La retraite, c'est d'abord une philosophie. C'est l'idée de dire, c'est un investissement de la société pour elle-même. C'est pas une dépense, c'est pas un coût. C'est un investissement de la société pour elle-même. C'est 325 milliards. Mais rappelons que 48% des présidents d'associations sont des retraités. Rappelons que ces 325 milliards touchés par les retraités, qu'est-ce qu'ils vont en faire les retraités? Ils ne vont pas aller dans les îles Caïmans. Ils vont le dépenser dans les commerces de proximité, pour leurs familles, pour leurs petits-enfants. Et ils vont aussi dépenser. Rappelons que 2 sièges sur 3 des Airbus sont occupés par des retraités en bonne santé et avec une bonne retraite. Donc ça veut dire au niveau macroéconomique que 2 Airbus sur 3 vendus dans le monde ne sont du fait des retraités. Et que donc en fait la retraite fonctionne comme un barrage hydroélectrique. On pompe l'eau en amont, ce sont les cotisations, c'est le flux financier, social nécessaire. Ça fait turbiner la machine,
Ça permet aux gens de vivre, et après, ça permet, par l'eau, par l'énergie générée par les dépenses de retraite, de faire vivre toute ta société. Donc, il n'y a pas de coût. Qu'on me dise qu'il y a besoin d'un flux financier, mais comme pour faire fonctionner un barrage hydroélectrique, il faut de l'eau en amont. Comme pour une centrale nucléaire. Si tu n'as pas d'eau en amont, ni ta centrale hydraulique, ni ta centrale nucléaire, elle fonctionne. Et on l'a vu cet été avec l'assèchement de la Loire. Donc c'est le capitalisme qui en asséchant l'eau en amont, tant pour les barrages hydroélectriques que pour les centrales nucléaires, empêche le fonctionnement de nos centrales et la production d'électricité. Tu vois le lien avec la crise énergétique. S'il n'y a pas d'eau en amont, eh ben ça ne fonctionne pas. Donc s'il n'y a pas de finances sociales, dynamiques en amont, tu ne peux pas avoir de retraite. Donc la problématique, elle est là. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ce sont les cotisations payées à la fois par le patronat et les salariés. Oui, c'est ce que tu évoques comme la dynamique financière. Qui font la dynamique financière de la financière, sociale, qui génère les flux financiers sociaux. Et là, c'est tout simple à savoir, hein, 100 000 chômeurs de moins, c'est 2 milliards pour la Sécu, 0,8 milliards pour les retraites. 1 million de chômeurs en moins, c'est 20 milliards pour la Sécu, 8 milliards pour les retraites. Je ne vais pas faire tout le tableau, mais tout le monde a compris. Aujourd'hui, en admettant qu'il y a un problème pour le financement des retraites, l'objectif qu'on doit avoir, une fois qu'on a lu ce tableau, c'est pas d'augmenter la retraite à 65 ans. L'objectif principal, ça va être de créer de l'emploi. Tu as 5 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui. 10% de taux de chômage. On ne va pas prendre les statistiques qu'ils disent à la télé, parce que là, ils prennent que la catégorie A. Mais donc, le problème, c'est le fait qu'il y ait autant de chômeurs ne permet pas de construire la dynamique des flux financiers sociaux qui vont permettre les cotisations, qui permettent la retraite. Voilà la problématique. Elle est toute simple. Il faut avoir la volonté de créer de l'emploi. Et de l'emploi utile qui réponde aux besoins sociaux. C'est-à-dire à l'hôpital, dans la santé. Voilà, de l'emploi stable, des CDI, pas des emplois précaires et illusoires. Voilà, bon, on va y venir. Alors, la première critique qui est faite, vous la connaissez tous, hein, et toutes, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes qui sont les premières victimes. Mais c'est l'idée de dire qu'en fait, nous avons baissé en termes de cotisants. Aujourd'hui, une retraite sur 10 n'est pas financée. Si rien n'est fait, ce sera 1 sur 6 en 2020, parce que en 1940, il y avait 4 cotisants pour un retraité, et qu'aujourd'hui, nous sommes 1,2 cotisants pour un retraité. Mais c'est oublier une donnée fondamentale, qui est la productivité, qui a été multipliée par 4 en 20 ans. Enfin, cette image de « il manque des cotisants » oublie la question de la productivité du travail. C'est comme si, et c'est pour ça que je t'ai mis le graphique à côté, sur l'évolution des catégories sociales professionnelles. Mais en 1806, 65,1% de la population était dans le monde agricole, était paysan, donc produisait pour l'agriculture. On ne mourait pas de faim. Et aujourd'hui, tu es tombé à 6,1%. Ça voudrait dire donc que tu crèves de faim. Tel n'est pas le cas. En 200 ans, un peu plus de 200 ans. Pourquoi? Ben, c'est la productivité. Alors après, c'est pas bon parce qu'il y a l'agrochimie. Et il faut, si on écoute Mélenchon, il faut créer 300 000 emplois d'agriculteurs. Mais comprenons que, certes, le nombre de cotisants baisse par rapport au nombre de retraités, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a la productivité. Et que la productivité compense très largement le fait qu'il y ait moins de cotisants. Pour le reste, il faut bien comprendre que c'est le chômage qui est la première cause des insuffisances des flux financiers sociaux. Même si on rappelle, Fabrice, qu'aujourd'hui le chômage, on nous dit évidemment que le chômage a baissé, mais il reste toujours insuffisant et il ne répond pas en tout cas à la demande du territoire hexagonal et j'allais dire sur le plan économique et social. On n'est toujours pas dans les bons standards. Hein. Ben, regarde, la part des 15,24 ans au chômage, c'est de 9%. 9% pour les hommes, 7,1% pour les femmes. La part des 25-54 ans au chômage, c'est quand même 7,4%. Et la part des seniors, hein, des plus de 60 ans, qui sont déjà au chômage, c'est 5,9%.
tu as un taux de chômage moyen de 10%. Admettons que tu divises ce chômage par 2, ça fait beaucoup plus de cotisations. On l'a vu dans le tableau tout à l'heure. Hein, il y a aussi une hypocrisie à vouloir reculer l'âge de la retraite, puisque l'essentiel de ceux qui prennent leur retraite sont déjà Salut, mon ami non actifs. Hein, et par hypocrisie, je dis que oui, en effet, aujourd'hui, c'est vrai que je suis habitué à t'avoir tous les mercredis. Ce sont les plus de 60 ans qui, pour 76% d'entre eux, exactement, en fait, se on a mettent eu un en souci avec situation la de ligne maladie. et impossible de joindre. Et alors du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop avant la retraite. stimulé nos Donc, auditeurs tu vois, en avant disant la ça retraite, marche pas, voilà. Les gens se mettent en maladie parce qu'ils ont. Eh ouais, mon ami, merci de ta fidélité. Donc en fait, c'est par hypocrisie, on économise sur la caisse de retraite, mais on développe les dépenses sur la caisse de santé. Qui n'ont rien dans les. Qui le dit, ça? Ouais. La Pujadas Compagnie le dit. Tiens raison, C'est une hypocrisie absolument énorme. Et exactement. la jeunesse là-dedans, qui a plus de 25% au chômage, finit dans 10 minutes joue le rôle de variable d'ajustement. Vers 9h15, il est quand même comme ça, 9h17, catastrophique de voir que dans notre pays, en rapport à la moyenne, qui est environ de 10%, de répondre et d'apporter 25% des jeunes une vraie réponse intéressante et avec en une super situation question. de pouvoir être actif. Allez, se au top. retrouve en Merci mon situation ami, de à tout à chômage. l'heure. Merci. Hein, c'est de la destruction avant même d'avoir commencé à travailler. Et après, on s'étonne du comportement de la jeunesse. Mais faut bien comprendre qu'il y a une violence absolue, là. Ce n'est pas des gifles. Ce sont des coups de bâton. Ce sont des coups de bâton. Coups de bâton et on a l'impression que la tête va être bien amochée. Deuxième caractéristique problématique, c'est le temps partiel. Aujourd'hui, 30% des femmes sont en situation de temps partiel. Et pour l'essentiel, contraint. Or, le temps partiel diminue le flux financier social, puisqu'en fait, tu es payé en termes de temps partiel, et non pas de temps complet. Ça peut être un choix aussi parfois de certaines femmes par rapport aux enfants. Alors, 70% des temps partiels sont des temps partiels contraints. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est contraint, mais malgré tout, il y a une petite partie de personnes qui le souhaitent et qui le mettent en place. Mais voilà, c'était pour l'évoquer. Et pour les femmes, hein, parce qu'il faut vraiment y revenir, parce que finalement, les femmes sont nos semblables. Elles devraient avoir des droits égaux. Eh bien, à qualification égale, 39,7% de différence salariale pour les cadres, 23,8% pour les professions intermédiaires, 17,4% pour les employés. Les retraites des femmes sont 26% inférieures à celles des hommes. Hein, il y a aussi dans notre pays, et ça c'est grave, une baisse du taux d'emploi. Tu vois, en 1950, le taux d'emploi était de 95% de la catégorie 15 à 64 ans. Aujourd'hui, tu es aux environs de 70%. Ça veut dire que tu as presque 25% de recul par rapport à ce qu'on a connu en 1950. Mais ça, c'est en faisant ça, en construisant ça, on réduit l'eau qui va dans la centrale, c'est-à-dire les flux financiers, sociaux, qui peuvent permettre de financer la retraite. Donc c'est bien par assèchement des flux financiers sociaux que la retraite est en situation de difficulté. Par ailleurs, ce n'est pas simplement que le nombre d'emplois qui pose problème, c'est la qualité des emplois. On a substitué en permanence des emplois industriels, ouvriers et techniciens qui étaient bien payés à des emplois de services, voire de grande surface, hein, les caissières, qui elles sont moins bien payées et à temps partiel, contraints, pour l'essentiel, des femmes. Et la part des salariés touchant le SMIC est passée de 11,2% en 1995 à 16,8%. À force de smicardiser les salaires, et bien là aussi, tu assèches l'eau, c'est-à-dire les flux financiers sociaux qui permettent de financer par la suite les retraites. Alors, c'est évident qu'après, tu as une conséquence, qui est la baisse de ce qu'on appelle le taux de remplacement. En 1957, le taux de remplacement pour l'essentiel des retraités, c'était de 80% et 58% pour les cadres. Aujourd'hui, tu es à 63,5% pour ceux nés
en 1977 et 44,5% pour les cadres. Donc tu as une baisse du taux de remplacement, du fait de la baisse des emplois et des emplois qualifiés. Et je vais te prendre mon exemple personnel, puisque moi je prends la retraite le 1er février. Je croyais, parce que Pujadas m'avait donné ça comme information à la télévision, que les fonctionnaires, c'était 75% des 6 derniers mois. Non, 66%. Donc tu vois qu'on te dit à la télé du mensonge qui est de la propagande poutinienne absolue. Hein, bolchevique, poutinienne. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, redisons, taux d'emploi en chute libre, c'est la baisse des flux financiers qui font les cotisations qui permettent de nourrir les flux financiers sociaux. J'appelle ça les flux financiers sociaux. Pourquoi? Parce que je les oppose aux flux financiers spéculatifs, la spéculation étant la logique de transformation de l'argent en plus d'argent sans passer par le système productif. Mais autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est ce que j'appelle la baisse du rapport salarial, qui va entraîner une baisse des flux financiers sociaux, des cotisations, parce que si la productivité continue à augmenter, les salaires, eux, par contre, ont tendance à stagner. En fait, on a, depuis une trentaine d'années, une diminution du rapport salarial entre 1983, tournant de la rigueur, et aujourd'hui, 100 milliards d'euros par an sont passés des poches du travail aux poches du capital. Et c'est ça qui explique le fait que pour compenser cette baisse salariale, il y a une augmentation des prestations sociales dans les revenus bruts des ménages, passant aujourd'hui à 35%. Je rappelle que tous ces graphiques seront disponibles sur le site avec la vidéo. Le taux de pauvreté est passé, lui, en 2003 de 12,6% à 14,7%. Donc on voit que ce taux de pauvreté, là aussi, porte atteinte à la capacité de nourrir des flux financiers sociaux qui permettent l'augmentation des flux financiers sociaux pour les cotisations pour les retraites. Enfin, il y a le sous-emploi, au sens du BIT. Dossier important. Le sous-emploi, c'est, avec le chômage, c'est 9 millions de personnes. 9 millions de personnes. Une personne sur 7. Voilà. Et il faudrait pour eux, mais je l'avais fait, quand on avait traité la question du chômage, je l'avais fait. Si tu multiplies 9 millions par 80 000 euros, qui je crois, la production moyenne d'un salarié français, et qui est au-dessus de l'Allemagne, ouais. 80 000 par 9. 72. Ça, voilà. 72 milliards qui manquent pour les cotisations. Rajoutons, parce que ça aussi, c'est jamais dit. On va te dénoncer les fraudeurs sociaux, c'est-à-dire les pauvres, mais la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards par an. L'optimisation fiscale, c'est de la part des entreprises, hein, c'est 60 milliards. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, c'est 40 milliards. Les fraudes à la Sécu par le patronat, c'est 20 milliards. Tu imagines la fraise qui manque, hein, le jus de fraise qui manque pour financer les retraites? Voilà, bon, j'accélère. On rappelle qu'il est 9h15 sur les ondes de Radio Galère. On est toujours avec les Déconomistes et Fabrice Aubert pour le dossier La réforme, enfin, en tout cas la retraite, partie 2. Richard est évidemment toujours avec moi pour nous apporter ces questions pertinentes et ces éclairages. Il nous reste donc 10 minutes avec Fabrice. C'est difficile dans le sens où l'analyse est totalement parfaite, donc c'est difficile. C'est pas que ça reprend des graphiques exacts. Hein. Après, bon, oui, tu peux dire que les sources, c'est pas Fabrice Aubert, c'est INSEE, OCDE. J'ai pas dit ça. Fabrice, il nous reste 10 petites minutes et on rappelait qu'à 9h30, on fera un dossier sur Ma ville est un grand
Pardon, bah oui, Ma ville est un grand livre, c'est la 14e édition, et on recevra une comédienne et une auteure illustratrice. Et on avait une question aussi, Fabrice, d'un auditeur. Je me permets en une petite minute de justement passer notre fidèle auditeur qui souhaitait te poser une question rapidement. Voilà, je t'en prie, c'est notre cher René. René, la parole t'est donnée. Baisse ta radio, merci. Je veux savoir combien y a-t-il de retraités qui travaillent en France. Parce que sa question était, c'est intéressant ce que dit René, c'était que les retraités cotisent aussi. Et on oublie qu'il y a des retraités qui cotisent. Oui, et ils n'ont rien en échange. Eh oui. Alors, c'est une colle, je n'ai pas le chiffre là, mais c'est une bonne question. Moi, je demande aux auditrices et aux auditeurs, plutôt que d'inventer quelque chose, d'aller chercher sur Internet, la réponse doit exister. Il suffit de poser la question en disant nombre de retraités travaillants, parce que j'ai bien compris la question, c'est-à-dire des retraités qui, du fait de l'insuffisance de leur retraite, Comme se sont René, mis au qui est travail. concerné. J'ai travaillé 16 ans après ma retraite. Et voilà. 16 ans après sa retraite, et il estime que justement, il n'a rien en échange et qu'il est lésé par le système. Voilà la réaction. Et non seulement ça, mais je me permets juste d'intervenir, c'est qu'au-delà de ça, maintenant, si vous gagnez trop d'argent en dehors de votre retraite, eh bien, on va diminuer votre retraite. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, je ne sais pas si l'info est exacte, mais C'est un droit. c'est en cours. Merci à notre René pour cette excellente question. Et ça mérite en tout cas de faire un éclairage et ne pas oublier les retraités travailleurs. Merci René. Et j'ai eu une précision de la part de Richard. Voilà, Merci. À parfait. vérifier quand même, hein, parce que je ne sais pas... Voilà. Merci René. De rien, Anthony. Et on reste fidèle et surtout avec des très bonnes questions. Fabrice, je t'en prie. Alors, j'ai aussi observé, et ça c'est un graphique très intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a des réformes sur la question de la retraite. Jusqu'en 81, ces réformes étaient positives, puisqu'en fait c'était pour diminuer l'âge de départ en retraite. Rappelons qu'en 81, on a obtenu la retraite à 60 ans avec 37,5 bonnes années de cotisation. Aujourd'hui, c'est 62 ans légal, et en fait, je vais préciser pour ma situation, moi je vais partir à 64 ans et demi, et avec une décote. Et alors que j'ai commencé, mon premier salaire c'est 1978, et premier trimestre cotisé 1981. Et j'ai 64 ans. Je vais avoir 64 ans et demi quand je vais prendre ma retraite. Donc on voit l'injustice. Et donc on peut observer qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes de retraite, c'était pour sauver les bourses de leur propre crise. Après la crise de 2000, le crack Internet, une première réforme des retraites qui porte la retraite à 61 ans. Puis après le crack des subprimes, ça a été 62 ans et 42 annuités. Et avec la pourriture, excusez-moi l'expression, de la ministre Marisol Touraine, qui de manière hypocrite a introduit un dispositif qui fait qu'à partir de la génération 57, tu es obligé de travailler 2 trimestres de plus chaque fois. Donc moi, à 58, c'était 4 trimestres. 59, c'est 6 trimestres. Ceux qui sont nés en 60, ça sera 8 trimestres. Et ainsi de suite. Donc on voit que de toute façon, on est déjà à la retraite à 65 ans. Donc il faut se battre. Si on ne se bat pas, on n'aura rien. Rappelons que la publication du rapport Delevoye a entraîné un bond des bourses de 26,8%. Donc on voit à quel point il y a une articulation entre réforme des retraites et la logique financière spéculative des bourses et des marchés financiers. Accepter la réforme Macron, c'est accepter la domination financière des bourses. En détruisant l'emploi industriel, le capitalisme mondialisé réduit les flux financiers sociaux, cotisations sociales, et structure nos dépendances, puisque l'emploi industriel détruit a entraîné des importations. Nous sommes passés de 16% au début des années 80 à aujourd'hui 33% qui dépend
tous les produits que nous achetons viennent de l'étranger, à 33%. Et ça introduit un déficit commercial extrêmement important. Alors quand après on nous dit que la France, les salariés français ne sont pas productifs, mais le PIB par heure travaillée dans les pays du J7, en premier, les États-Unis, 68,3 dollars par heure travaillée. En deuxième position, la France, 67,5 dollars par heure travaillée. L'Allemagne en troisième, donc on est devant l'Allemagne en termes de productivité horaire du travail, avec 66,6. Vient après l'Italie, 53,6, le Royaume-Uni, 52,4, l'OCDE, 51,1, Canada, 58, Japon, 45,5. On est très productif. Hein. Et les idées reçues. Ah oui, c'est une honte. C'est une honte. Parenthèse, Marseille est considéré depuis longtemps comme des gens qui ne travaillent pas. Voilà. Et moi qui travaillais dans une entreprise européenne, donc les études avaient été faites et la productivité marseillaise dans notre société était une des meilleures. Donc, vous voyez, c'est des idées reçues. Absolument. Les Marseillais travaillent aussi beaucoup. Mais, comme on dit ça des Corses, c'est pas vrai. Il faut aller en Corse et regarder ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Alors, maintenant, l'été, ils ne travaillent pas, de midi à 16h. Mais le matin, ils travaillent de 6h à 11h. Bon, c'est compréhensible. Et il ne s'agit pas d'idées reçues, il s'agit de propagande propagée. Oui, aussi, mais concernant Marseille, c'est autre chose. Hein. C'est de la propagande pure. Alors la France, la production par salarié est de 80,3 milliards d'euros par an. Et l'Allemagne est à 71,9. Donc nous sommes plus compétitifs que l'Allemagne, ras-le-bol de dire des choses qui sont infectes. En fait, on peut observer que les politiques qui ont été mises en place dans notre pays, ce sont des castes sociales. Aujourd'hui, 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres. 1% les plus riches détiennent 25% des richesses nationales. La fraude fiscale pèse plus de 100 milliards d'euros par an. Notre pays abrite 9 millions de pauvres, aujourd'hui 10 millions. 3 millions de logements sont inoccupés, 600 000 logements indignes, 4 millions de mal logés. Tu vois un peu le nombre d'emplois les chiffres font peur, hein, évidemment. Utiles et efficaces qu'on pourrait faire pour répondre aux besoins. Les femmes ont en moyenne un salaire de 23% inférieur à celui des hommes. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 40% dans les quartiers défavorisés, et notamment à Marseille, dans certaines cités. On se demande pourquoi il y a du trafic de drogue. 11,5 millions de personnes en situation de précarité énergétique, mais EDF a été privatisé. On dénombre 52 000 décès prématurés du fait de la pollution de l'air. Voilà la réalité sociale de notre pays. Et ça, c'est ce que j'appelle les matérialisations des violences du capital. Pas autre chose. Pour finir, puis si on a 2 minutes, on pourra encore échanger. Je suis tombé sur un article grâce à Dany qui m'en a parlé, qui indique ceci. Le travail ne paie pas. On pourrait même dire le travail ne paie plus, parce qu'il a payé. Et en fait, c'est du fait que le travail ne paie plus que les flux financiers sociaux diminuent, salaire, emploi, cotisation, à quoi s'ajoutent les destructions industrielles et les fraudes fiscales pesant sur le budget public, ce qui en bout de course met en cause le financement des retraites. Le problème n'est donc pas les retraites, mais les politiques économiques libérales appliquées, tel un dogme. Pour finir, un article du Monde diplomatique de ce mois-ci, et que je recommande vraiment parce qu'il explique la réalité de la situation. du mois dernier. Donc pas de souci, c'est la pause. Ouais, exact. Tu as eu mon message vocal hier ? Enfin, je veux terminer par cette philosophie que j'ai essayé de démontrer ici par les chiffres. La retraite, ça ne coûte pas. C'est donc bien un investissement de la société pour elle-même et pas pour le CAC 40. Et j'ai manifesté sur cette banderole que j'avais moi-même conçue pour mon syndicat. Et il a envoyé le truc. Voilà, il m'a dit non, mais ça remet en cause. Mais j'espère que j'ai été il m'a dit oui, je veux. Et là, à 10h, il a rendez-vous à l'IPC de Paoli Calmette et il récupère un poste. Donc il y a matière à, mais il faut le. Non, c'est pas le cas. Je vais passer. Alors je sais. Non, vous embêtez pas. Non, mais ça ne m'embête pas. Mais bon, il faut agir vite. Est-ce que vendredi 14, tu es dispo ? Une boutade. Voilà, c'est ça.
Donc, ben oui, on voit Non, pas vendredi effectivement 14, que ce vendredi à le travail 14h. qui est fait sur les analyses diverses montre que... Voilà, allez, nickel. Donc au moins je lui dis oui pour le visio. Parce qu'il m'a dit donnez-moi 2-3 créneaux. Moi le matin je suis pas dispo. Si jamais il me dit 13h, est-ce que travailler au niveau de Ah, on s'adapte. et que... Allez, ça va. Moi j'ai 13, 14 et ouais, 15 je peux pas. On va dire jusqu'à 15h je suis dispo. Après je ne le saurai pas, mais je vais lui donner ces créneaux-là. Il était quand même... Et alors... Une concrétisation... Allez, ça va. Ok, bon ça va. En tout cas il est... Ouais. Mais tu vois, s'il faut vendre un appart, à voir, mais ça va dépendre combien. Et aujourd'hui, il Non, connaît sa non, dis pas ça, rémunération dis pour pas ça, t'es l'IPC. défaitiste. Alors, il m'a dit, ça sera peut-être. Ça sera On sait beaucoup pas moins ce qui va élevé. se passer. Il m'a dit, bon, j'ai dit, vous savez, il faut voir. J'ai dit avec monsieur Lafont, on en a parlé, il faut se mettre autour d'une table, analyse, chiffres, et voir ce que ça donne, quoi. Hein? Bon, je te laisse. Une bise, on se tient en jeu. A plus. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Je crois qu'aujourd'hui, 70% des Français sont opposés à l'augmentation de l'âge de la retraite. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, et je pensais l'avoir tirée, je ne l'ai pas tirée. Et tu l'as dans la tête, c'est ça le plus important. Voilà. C'est les revendications qu'il faut poser. Une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est les revendications qu'il faut poser. Bah, premièrement, c'est dire qu'il faut une retraite à 60 ans avec, pour l'instant, 40 années de cotisation et à terme, 37,5 bonnes années. Comment on fait? Bah, c'est facile. Il faut priorité, c'est l'emploi, et des emplois qui répondent aux besoins sociaux, santé, culture, éducation. Il manque 600 000 profs à cette rentrée. Donc tu vois que de l'emploi répondant à des besoins, il y en a. Il faut augmenter les salaires, hein, puisque les salaires ont été mis en cause et baissés. Moi, j'ai perdu 25% en 10 ans de pouvoir d'achat. Et donc, ça diminue autant les cotisations sociales, y compris le rapport du corps souligne ces aspects de manque de financement du fait de l'insuffisance des salaires. Il faut évidemment faire en sorte que la fraude fiscale s'arrête, tu récupères 80 à 100 milliards et aille sur l'activité. Hein. Il faut reconquérir une activité industrielle, écologique, c'est-à-dire on ne produit plus de la même manière qu'avant en polluant, mais on produit de manière raisonnable. Et je veux redire là-dessus, ce sont les marchés qui sont extrémistes, pas nous. Nous, on est raisonnable. On demande juste de quoi vivre humainement et paisiblement. Voilà, à mon avis, les principales revendications qu'il faut porter. Et à terme, parce que je ne veux pas l'oublier, parce que j'ai lu et j'ai regardé, je conseille à tout le monde, la vidéo de Bernard Friot sur les retraites. Hein. Bernard Friot a une idée qui est essentielle, et donc à terme, à mon avis, c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ce qu'on appelle le salaire à vie. C'est-à-dire un salaire qui soit affecté à vie, à partir de 18 ans, et qui soit en adéquation avec la qualification, et non plus simplement le nombre d'années de cotisation. Le nombre d'années de cotisation, ça, c'est le capitalisme qui nous présente les choses ainsi. Mais Parfait. Pour que les choses soient faites, il faut construire cette utopie du salaire à vie. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Merci. 9h29, on a dépassé le 4 minutes et on a des invités qui sont avec nous. Justement, on a un petit retard d'une des invités, donc c'est pour ça qu'on a profité des propos captivants de notre cher Fabrice Aubert, accompagné de Dany Brouillet évidemment ce matin. C'était donc la retraite. Merci beaucoup pour tout ton travail, ton implication, évidemment ta pertinence dans tes analyses, mon cher Fabrice. C'est toujours un plaisir. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau dossier. Mon cher Fabrice, tu peux l'annoncer d'ailleurs sur les ondes de Radio Galère. Le mois prochain, on parlera de... Alors, en fait... Rapidement, s'il te plaît, l'ami. Non, mais je ne me rappelle plus le nom. Ah mince, autant pour moi. Si c'est sur les... Comment on appelle ça, les gens qui sont soutenus, là, l'assistanat. L'assistanat. Exactement. Et on va voir que le véritable assistanat, c'est celui du capital. Voilà, l'assistanat, mais vu par le capital. Merci à nos économistes, restez fidèles à Radio Galère. Pause musicale et on fait donc un dossier et un éclairage sur ma ville.